Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Finalement, j'ai changé de thème. Mais je serai disponible. L'intervention tombe à plat, mais le grondement des batailles, ça reste. Non, mais je vais en parler quand même, mais moins que je ne l'avais pensé au départ. Par contre, je serai disponible après. Si quelqu'un veut discuter de cette idée du grondement de la bataille, je veux bien en parler avec vous. La thèse, rapidement, c'est de dire que quand on lit Surveiller et punir, on suppose que Foucault dit que ça va arriver, qu'il y a quelque chose qui commence à gronder et qui va finalement exploser, alors qu'en fait, en le relisant récemment, j'ai eu une lecture différente. Je pense qu'en fait, il y a déjà une bataille, il y a toujours une bataille très violente, sauf qu'elle est invisibilisée. On fait comme si finalement tout était pacifié, mais qu'en fait on est actuellement dans un monde où la lutte est extrêmement violente. C'était ça l'idée de départ, c'est ça dont j'avais prévu de parler. Mais finalement, j'ai changé d'avis, notamment parce que je me suis appuyé sur les titres de la journée. Là, Foucault face au sujet des normes disciplinaires, et puis Foucault, penseur des postures normatives, et puis j'ai trouvé ça très intéressant, et je suis parti de là quand j'ai écrit mon texte il y a quelques jours. Alors, je vais donner d'abord quelques repères théoriques. Je prends appui donc sur Surveiller et punir principalement, et notamment sur les pages situées partie 3, intitulée Discipline, chapitre 2, les moyens du bon dressement, deuxième section, la sanction normalisatrice. On est page 209. Donc la discipline, explique Foucault dans ce passage, est une technologie qui produit des individualités. Les disciplines sont, je cite, des méthodes qui permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assurent l'assujettissement constant de ses forces et leur imposent un rapport de docilité-utilité. Fin de citation. La discipline permet d'augmenter la force utile économiquement tout en diminuant la force politique. Le corps est à la fois plus apte et plus dominé. Elle est née de multiples petits procédés, comme vous le savez, que l'on trouve à l'école, à l'hôpital, dans les ateliers et à l'armée, dans ce passage. Procédés qui circulent, petites ruses, microphysique du pouvoir. Foucault propose d'en chercher des tactiques. Tout ça, ça a déjà été dit. Le dressement est une activité qui consiste, plutôt qu'à écraser les forces d'un corps pour le dominer, à accroître et combiner au contraire ses forces pour mieux les exploiter. Pour cela, la discipline va analyser les forces jusque dans leurs moindres détails, c'est-à-dire procéder à une anatomie ou une nouvelle anatomie. La discipline produit des individus en mesurant finement sous divers angles, en classant, en hiérarchisant, en distinguant, en identifiant, etc. Ces activités qui relèvent d'un examen qui n'en finit pas produisent, sous le regard classificateur, des individualités fines qui sont épinglées sur les hommes et que l'on finit par penser objectives. On pourrait penser ici aux monstres, bon, j'ai plutôt pensé, moi, aux criminels, ou même naturelles. On oublie qu'elles n'apparaissent que sous le regard scrutateur et par la volonté de générer des comportements attendus. Soyons clairs, les différences individuelles, l'expression est donnée page 216, que nous croyons communément premières en chacun d'entre nous, propres, par exemple aujourd'hui ce qu'on appelle nos compétences, sont avant tout établies par des mesures intéressées. Elles ne me définissent pas en propre, comme si elles existaient avant l'examen qui les constitue. Elles sont caractérisées par des grilles de lecture, entre guillemets, qui n'inventent pas des différences objectives, par exemple de niveau de productivité au travail, mais qui les mesurent à l'aune de certains critères dont on n'avoue pas qu'ils sont soigneusement choisis pour générer certaines représentations préalablement attendues. On pourra dire ici que ce sont bien plus les effets attendus de la mise en place d'une norme qui déterminent son établissement, plus que le réel même que la norme va classifier. Effets politiques, économiques, médiatiques, etc. Bref, la grille de lecture normative que l'on applique à l'homme n'est principalement pas là pour le décrire objectivement, elle est d'abord là pour produire des effets attendus. Et effectivement, on est vraiment dans la pratique. On pourra dire au passage qu'une violence est ainsi faite aux hommes lorsqu'on les engonce dans des répartitions abstraites auxquelles ils peuvent très mal se prêter concrètement. Les différenciations d'avec autrui
sont elles aussi établies dans le but de générer des conduites et des dispositions durables, plus que dans celui de décrire une réalité objective exhaustive. La discipline produit, dit Foucault, une infrapénalité, il met des guillemets, page 209, une pénalité qui ne relève pas de la loi, mais qui est pourtant mise en œuvre au quotidien par des acteurs qui ne sont pas des juges, mais qui disposent pourtant d'un grand pouvoir en régulant d'innombrables petits écarts de conduite vis-à-vis de la norme. Car la discipline, par des répartitions, des règlements détaillés et des punitions diverses, va non seulement générer des conduites attendues, productives, obéissantes, mais va surtout générer des comportements durables, assujettissement. Et cela d'autant plus que l'homme est pris dans des dispositifs de pouvoir depuis l'enfance. Ainsi, nous vivons aujourd'hui dans une pénalité perpétuelle, l'expression est donnée page 213, qui juge les hommes eux-mêmes, non seulement dans ce qu'ils font, mais aussi dans ce qu'ils sont reconnus être, ayant ou non, par exemple, telle compétence exigée. La sanction normalisatrice dans surveiller et punir est non seulement une sanction qui ne relève pas du droit, mais encore elle met en œuvre, pourrait-on dire, des normes d'opportunité, c'est-à-dire qu'elle se réfère pour punir à un ordre qui passe pour descriptif alors qu'il est d'abord imposé pour ses effets disciplinaires. L'infrapénalité, pénalité normative diffuse et microphysique, ne relevant pas du droit, agit pourtant profondément sur les actes et les êtres. Définissons la norme. Elle est un idéal, elle est théorique, elle est par exemple une moyenne. Il est heureux qu'il existe des normes lorsqu'on cherche à construire une habitation qui résiste au séisme ou qui ne consomme pas d'énergie fossile, mais ce qui est utile dans certains domaines, comme la construction, ne l'est pas nécessairement dans tous. Ainsi, lorsque l'on fait rentrer les hommes dans les mesures normées et que l'on cherche non seulement à les mettre aux normes, c'est-à-dire à les rendre conformes à un idéal de productivité, d'utilité, de docilité, de capacité, de moralité, etc., mais encore pour cela, à les former et à les transformer graduellement pour qu'ils atteignent cet idéal, alors se pose une question éthique de première importance. Pour quelles fins et selon quels critères ont lieu les normalisations mises en œuvre par les dispositifs de pouvoir? Car non seulement on remarque que l'on ne normalise pas toujours dans l'intérêt de tous les hommes normalisés, mais encore on remarque également, comme nous l'avons relevé un peu plus haut, les normes sont souvent opportunément sélectionnées et mises en avant, voire même produites. Ainsi, on constatera que l'on ne mobilise pas toujours une norme pour simplement relever un écart, on la mobilise plutôt qu'une autre, bien souvent pour motiver ou justifier un comportement ou un changement attendu visant à réduire cet écart. C'est sans doute légitime dans bien des cas lorsque l'on encourage un patient à arrêter de fumer, ça ne l'est sans doute presque jamais lorsque l'on cherche à instrumentaliser des individus. Et on notera le problème suivant, une fois une norme posée, par exemple un niveau de production moyen par ouvrier, on demande aux ouvriers qui ont produit sous la norme, sous la moyenne dans notre exemple, de veiller à être dans la norme, c'est-à-dire de produire au moins autant que ce que produit un ouvrier, je mets volontairement des guillemets, normal, et je reprends ici l'expression commune. Mais alors, une nouvelle moyenne est établie ensuite, une fois que les ouvriers qui produisaient sous la norme ont été normalisés, ou même exclus, ou du moins affectés ailleurs. Et cette moyenne devient à son tour le nouvel étalon à partir duquel on jugera du normal et de l'anormal. On conçoit bien ici qu'un glissement s'opère qui permet insensiblement d'exiger toujours plus des hommes sous couvert d'une simple référence à une norme, ici à une moyenne objective. Ce glissement normatif, peut-être souvenez-vous de ce concept ou cette notion que j'avance, que je vais réutiliser tout à l'heure, ce glissement normatif n'est pas seulement une augmentation de contraintes, il est bien plus, il génère une transformation, une formation progressive des individus qui seront normalisés indéfiniment, ou plutôt qui le seront jusqu'à ce qu'ils ne trouvent plus à sacrifier ce qui leur est propre, leur temps personnel, leur santé, leur vie sociale, leur énergie physique et cognitive, jusqu'à ce que le corps lâche. Ajoutons que l'on n'interroge pas d'ordinaire les normes qui nous sont imposées, notamment parce qu'on n'en connaît pas l'histoire, et comme vous le savez,
Foucault, en proposant une généalogie des disciplines, fait apparaître leur contingence et leur lent déploiement opportuniste. Bon, après ces quelques rappels théoriques et quelques commentaires que j'ai pu faire, je voudrais tenter d'apporter quelque chose de peut-être neuf, puisque précisément Foucault, comme vous le savez, nous invite à le faire, ordre du discours, où Foucault nous dit que le commentaire n'a aucun intérêt, finalement, qu'il n'est pas une voie propice à la création de nouveaux discours. Je vais me demander, donc, grâce à cette boîte à outils foucaldienne, quelle posture peut-on prendre face aux normes ? Tout d'abord, relevons que l'on a affaire à un problème de taille. Le sujet qui voudrait s'affranchir des normes, ou du moins les mettre à distance pour les penser, pour en suspendre les effets sur les comportements et les êtres, est toujours déjà depuis longtemps un produit de certaines normes. En effet, comme nous l'avons remarqué plus haut, nous sommes tous les fruits d'un glissement normatif qui non seulement encadre nos comportements quotidiens, mais encore qui forme et transforme en profondeur les hommes. Ce même dispositif a pu, par exemple, le dispositif de la circulation routière, nous rendre prudents, du moins attentifs, voire disciplinés au volant. C'est-à-dire qu'en fait, les dispositifs nous façonnent intimement. Celui qui souffre sous les normes ou celui qui, au contraire, estime qu'il s'y trouve heureux sont tous deux des sujets qui, depuis longtemps, sont normalisés. C'est largement depuis une individualité que nous estimons communément nôtre que nous critiquons l'individualisation. Et nous ajoutons que celui qui met en œuvre une manière personnelle d'obéir à la norme renforce celle-ci dès lors qu'il la reconduit. Exemple simple, donnons cet exemple simple. Si la norme enjoint à porter un chapeau et que je décide de personnaliser cette activité par divers moyens, couleur, taille, inclinaison, etc., je contribue à ce que la norme persiste, elle qui tomberait si plus personne ne mettait de chapeau. On pourra dire que la posture que nous adoptons en tant que sujet face aux normes est toujours déjà une posture en partie normée, même si on est intellectuel et qu'on est spécialiste de Foucault, c'est-à-dire permise et portée par un ordre qui nous a façonné et nous façonne encore. Ainsi, par exemple, l'ordre du discours dans lequel nous parlons aujourd'hui est charpenté par des normes scientifiques relatives à nos disciplines respectives. On utilise un certain jeu de concepts, on se limite à une certaine forme discursive, je ne fais que reprendre Foucault, là, à certains thèmes généraux et à certains objets. Rappelez-vous les limitations qui sont dans l'archéologie du savoir. Cette charpente est sans doute fort utile pour éviter que n'importe quoi soit dit, mais elle est également fort problématique, selon Foucault, lorsqu'elle devient un jeu étroit, page 31 de l'ordre du discours. Un jeu étroit qui occasionne une raréfaction des discours. Toute critique des normes est ainsi portée par un sujet qui est depuis longtemps charpenté lui-même par ces normes. Il existe donc des manières personnelles de vivre sous les normes, des subjectivations, pour reprendre le terme de Foucault. Ainsi, chacun pourra se prendre pour objet, se penser, établir un rapport avec soi visant, par l'élaboration, la modification ou la reprise de techniques de soi et par l'intermédiaire de pratiques répétées, à se faire sujet, se subjectiver, c'est-à-dire agir sur soi, se changer soi-même, se fixer, pourrait-on dire, ses propres normes à partir de critères choisis par soi. Dans les limites d'une série de normes et de dispositifs de normalisation, il apparaît ainsi qu'il est possible de travailler nos marges de manœuvre, d'être en partie autonome dans une hétéronomie. Je reprends l'exemple de Foucault pour que tout soit clair. Si la norme extérieure me conduit à être fidèle à mon conjoint, il me sera possible de l'être de différentes manières personnelles, parce que je me veux être respectueux, ou alors parce que je me veux être maître de moi, ou alors parce que je me veux être attaché, etc. Mais ici, on voit au moins deux questions. Dans quelle mesure la manière de se subjectiver est-elle personnelle lorsque sa motivation et son fil directeur sont d'abord prescriptifs, c'est-à-dire dans notre exemple, être fidèle est requis de l'extérieur. Donc dans quelle mesure c'est personnel si c'est prescriptif? Et n'est-ce pas précisément ici une illustration parfaite de ce que les disciplines font de nous? Elles font plus que nous encadrer, elles nous transforment, elles nous forment en nous enrôlant, c'est-à-dire en nous conduisant à nous investir personnellement
dans la normalisation de nous-mêmes. Si vous êtes fidèle, après vous faites bien comme vous voulez pour l'être. Il nous faut ajouter que de nos jours, l'activité de subjectivation, qui existe encore dans quelques rares métiers, dont celui de chercheur, est malheureusement, selon nous, largement rendue impossible, notamment parce qu'elle demande une énergie intellectuelle et du temps sans fragmentation, et une quiétude dont on ne dispose pas communément aujourd'hui. Par ailleurs, cette activité de subjectivation, lorsqu'elle trouve à se développer, est souvent parasitée par des publicitaires, ou pire peut-être encore des coachs, qui invitent à se distinguer et à s'épanouir par des achats ou des désirs qui recoupent heureusement les attentes des entreprises. Alors, quelles attitudes sont possibles? Je crois qu'il y a deux voies principales. Soit on aménage quelque chose sous les normes, soit on tente d'agir directement sur les dispositifs qui élaborent ou qui font appliquer les normes. La première voie est celle que nous utilisons communément. Chacun cherche à augmenter ses marges de manœuvre par un meilleur poste, un meilleur salaire, en évitant ou en déléguant des tâches pénibles. Elle a deux inconvénients principaux. Elle ne lutte pas contre le glissement des normes et les marges qu'elle dégage peuvent ainsi se réduire comme peau de chagrin, puisqu'on ne s'attaque pas au problème à la racine. Et elle génère des violences diffuses, puisque pour augmenter nos marges de manœuvre, pour augmenter ces marges de manœuvre, un individu devra, et cela d'autant plus qu'il se trouve pris dans un maillage normatif fort, il devra empiéter sur les marges de manœuvre des plus faibles. Ainsi, lorsque nous déléguons une tâche aliénante à quelqu'un d'autre, du ménage, une tâche administrative répétitive, la gestion du quotidien, etc., nous nous en libérons tout en emprisonnant quelqu'un. La seconde voie consisterait donc à agir sur ce qui fait de nous quelque chose. Il s'agit de se mêler du fonctionnement des dispositifs pour agir sur soi-même par ricochet. Nous n'avons pas la place de développer ici cette idée. Relevons simplement que si les institutions sont bien des lieux qui régulent nos comportements, et même ce que nous sommes intimement, alors nous ne saurions avoir véritablement une prise sur nous-mêmes, nous ne saurions nous subjectiver effectivement, sans réguler à notre tour les institutions qui nous régulent. Mais qu'est-ce qui est fait de moi, qui fait que je puisse vouloir faire personnellement quelque chose de moi? La recherche d'une manière d'être propre, personnalisée, est-elle elle-même induite par des normes, ou du moins une longue normalisation? On peut le penser si l'on garde à l'esprit que pour Foucault, la discipline utilise des normes pour classifier des individus, c'est-à-dire les ranger dans des emplacements à la fois généraux, par exemple, je sais pas, les terminales S, option SVT, par exemple, mais aussi à la fois particuliers, le redoublant, le premier de la classe, le délégué, etc. Emplacements dont on rappelle qu'ils sont là pour assigner des identités et canaliser les individus pour les faire gagner un nouvel emplacement en échange de comportements requis et d'une formation de soi-même. La discipline procède ainsi donc à une individualisation et on peut se demander si ce n'est pas à partir d'elle que l'on pourrait ensuite aspirer personnellement à vouloir se distinguer, à vouloir se changer soi-même sous la norme. Ce qui relèverait du personnel, d'une volonté propre d'agir sur soi-même, serait d'abord généré par un travail intéressé, opportuniste, avons-nous dit, visant à produire des individus ayant des comportements et des dispositions attendues. Ça va le temps là où... Combien il reste, je pense? 5 minutes. Super. Merci. Ainsi, la volonté de faire par soi-même et celle de se distinguer des autres serait d'abord le résultat d'un travail normatif, d'une anatomie politique, pour reprendre l'expression de Foucault, qui aurait besoin, à un moment donné et pour des tâches données, de générer des sujets aspirant ainsi à une part d'autonomie. Ce constat ne doit sans doute pas éteindre en nous la volonté d'être autonome. Après tout, on peut profiter d'avoir été fait sujet, apprécier les avantages que cela comporte et s'affranchir autant que possible des dispositifs qui en profitent. Mais cela appelle au moins deux précautions. Ne pas oublier d'où l'on vient et que cette individualité est formelle, contingente et produite d'abord pour des fins externes, ce qui explique notamment qu'elle puisse être difficile à vivre. Mais également se demander si une telle émancipation ne générera pas, et même ne générerait pas déjà, une adaptation en retour des dispositifs
qui, voyant s'échapper de leur suggestion des individus à qui ils ont eux-mêmes donné les moyens de prendre le large, se reconfigureront ou se reconfigurent déjà pour s'en prémunir. On peut penser ici à l'essor du travail précaire, le recours aux contractuels, etc., aux auto-entrepreneurs, qui sont sommés d'être autonomes et responsables, mais dont l'autonomie et la responsabilité sont sous contrôle et toujours révocables. Si notre diagnostic foucaldien est juste, il est de la première importance de veiller à ce qu'il soit toujours possible pour les générations à suivre, et dans la mesure où elles ne se seraient pas rendues maîtresses des dispositifs qui les produisent comme sujets normalisés, donc veiller à ce que ce soit possible pour les générations à suivre, que des individus, et le plus possible, puissent toujours faire jouer des normes les unes contre les autres, pour s'affranchir autant que possible de ce que l'on attend de nous, pour générer les espaces de subjectivation, des espaces dans lesquels on puisse se faire sujet, se choisir quelque peu. Nous disions que l'individu qui est dans un processus de subjectivation ne doit pas oublier d'où il vient, c'est-à-dire d'où vient cet appétit d'individualisation qui l'anime, ainsi que cette aspiration à l'autonomie et à la responsabilité de soi-même. C'est sans doute très important de faire cette sociologie de soi-même pour ne pas tomber dans l'illusion que ces aspirations sont naturelles, véritablement propres, alors qu'elles sont, nous l'avons relevé, largement induites par des disciplines qui ont intérêt à produire, j'ai envie de dire à tailler, des subjectivités ayant ces aspirations. On le sait, la discipline la plus efficace mise en œuvre de nos jours consiste précisément à générer des sujets autodisciplinés, donc en partie autonomes et responsables. Gardez à l'esprit que les qualités d'hommes aspirant à l'individualité et à l'autonomie sont acquises et contingentes. Permet non seulement de saisir qu'elles sont fragiles, elles pourraient disparaître si le dispositif qui les porte est modifié, mais permet aussi d'être conscient que celui qui fait les frais éventuellement de mes aspirations, par exemple ceux qui font les tâches aliénantes à notre place, faire attention à ce que ça ne soit pas une personne, ou plutôt se rendre compte que ça n'est pas une personne qui, à son tour, voudrait ou devrait par nature être à la place qu'elle tient. Ma posture de désengagement vis-à-vis des normes de mise à distance d'émancipation est toujours déjà portée par mes aspirations acquises, et lorsqu'elle use du concours d'autrui pour y parvenir, pour se délester de certaines actions aliénantes, elle ne voit pas ou dénie qu'il est lui-même porté bien souvent à m'obéir et à me seconder par d'autres aspirations acquises, et encore une fois, pas par la nature ou la volonté. La fortune ne nous a pas dotés des mêmes acquis, la fortune, ou plus précisément, comme le montrent les statistiques, la naissance. On en vient donc, à moins de croire que l'on aurait une nature qui justifierait que d'autres se sacrifient pour soi, à saisir qu'il ne faut plus se cantonner à la première voie que nous avons évoquée, donc la subjectivation personnelle sous les normes, mais qu'il est nécessaire de s'engager dans la seconde, celle qui consiste à intervenir directement sur les lieux qui génèrent et portent les normes qui nous constituent. Car mon émancipation ne saurait bien sûr se faire au prix de l'aliénation d'autrui, quand bien même personne n'y trouverait usuellement à redire, comme c'est le cas aujourd'hui. Presque personne. On pourrait, pour finir, se demander si une des manières que les dispositifs de pouvoir ont trouvé pour circonscrire et même tirer profit des velléités d'affranchissement induites par l'individualisation, l'autonomisation et la responsabilisation ne serait pas précisément de laisser penser à ceux qui ont adopté une posture d'émancipation qu'ils étaient proprement différents des autres, ou même déjà affranchis des normes par leur seule force, ce qui pouvait à leurs yeux justifier qu'ils participent à leur tour au fonctionnement des dispositifs, notamment dans son action de distribution normée des identités, ce que nous avons appelé plus haut l'enrôlement. Merci de votre attention.